La construction de ce pays passe nécessairement par des débats francs, des débats sans tabou, d'où la nécessité pour nous d'instaurer cette émission appelée Sans langue de bois. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue dans notre studio pour ce nouveau numéro de Sans langue de bois qui a l'immense plaisir de recevoir 4 jeunes leaders maliens. Alors, comme vous le savez tous, le Mali, depuis la crise de 2012-2013, traverse des moments très difficiles. Nous avons jugé nécessaire d'en débattre aujourd'hui et de prendre comme thème la crise sécuritaire au Mali, dans notre pays, et la crise socio-politique. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau déjà à ma droite Monsieur Ibrahim Kébé, qui est le commissaire principal de l'association Face au Kanou. Bonjour, bonsoir Monsieur Kébé et bienvenue sur le plateau de Sans langue de bois. Merci beaucoup. Ça va? Bon, on espère que ça ira mieux un jour. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci encore une fois. Et à ma gauche, vous avez Monsieur Sidiki Kouyaté. Il est le porte-parole de Djiliba Koro. Djiliba Koro, c'est une association également, Monsieur Kouyaté? Oui, merci beaucoup. Djiliba Koro, c'est une initiative de la société civile malienne, une initiative dont les membres sont motivés pour la lutte pour la liberté, la démocratie et le respect de la dignité humaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Kouyaté. Et la présentation se poursuit. À ma droite encore, nous avons Monsieur Amadou Ndunga Maïga, qui est le secrétaire général de Gao Lamabore. Gao Lamabore, ça veut dire quoi, Monsieur Maïga? Merci. Gao Lama, ça veut dire tout simplement les populations de Gao et environnants. Ok. Voilà. Ok. Et vous êtes le secrétaire général? Je suis le secrétaire général de l'association. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, nous avons en face un autre Maïga, donc 2 Maïgas sur ce même plateau pour débattre des questions d'actualité. Lui, c'est Monsieur Abraman Maïga. Il est le secrétaire général de Malikoura. Oui, Malikoura, nous en avons tous besoin. Ben, tout à fait, Monsieur Diarra. Merci encore. Merci à Chérifla. Et voilà, je voulais dire que Malikoura, je suis le secrétaire général. Nous avons une nouvelle vision pour le Mali, une nouvelle mentalité qu'il faut insuffler au Mali pour sortir effectivement des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Merci à vous tous d'être venus ici dans notre studio depuis Moribabou, d'où nous émettons pour débattre de certaines questions de l'heure. Alors tout de suite, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique selon vous la dégradation de la sécurité au Mali de façon générale, et puis à quoi peut-on attribuer la résurgence des attaques au centre du pays, des attaques qui se muent en conflit ethnique, même si certaines communautés refusent catégoriquement toute connotation conflictuelle, Monsieur Kébé. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de l'association Face au Kanou et à mon nom personnel, de présenter nos condoléances suite au décès de Bounanyang. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos éternel de son âme. En parlant de la sécurité en République du Mali aujourd'hui, c'est une situation qui est vraiment désastreuse. Parce qu'en réalité, nous avons en face de nous un régime qui a été incapable sur toute la ligne, incapable vraiment de sécuriser les populations civiles et militaires, incapable vraiment de mettre fin à l'escalade de la violence, incapable de trouver une solution idoine vraiment à l'insécurité galopante. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Donc il n'y a pas en réalité une vision claire pour pouvoir trouver la solution qu'il faut à la question de la sécurité aujourd'hui. Alors, Monsieur Kébé, est-ce qu'on ne va pas modérer un peu en disant que sur toute la ligne, c'est une incapacité de l'État? Est-ce que vous pensez la même chose, Monsieur Kouyaté? Vous savez, Monsieur Diarra, là où nous sommes aujourd'hui, il est très bon de parler de cette situation aujourd'hui qui frappe le Mali. Sinon, là où nous sommes aujourd'hui, très généralement, quand on parle de l'insécurité, quand on parle de la situation qui se dégrade, des fois, les gens parlent des conséquences. Mais et pourtant, il est très important de parler des causes. Les causes, il y en a M. Ibrahim Kébé qui en a un peu parlé. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que l'État s'est effondré. Quand l'État s'effondre, cela crée des situations pareilles. Ça veut dire quoi? On dit qu'on est en insécurité lorsque
il n'y a plus rien qui peut nous protéger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui protège les Maliens? Si nous essayons de voir un peu, même la protection sociale n'existe pas. Là où nous sommes aujourd'hui, notre armée, depuis à sa création à nos jours, à part la Première République, elle était une armée de quoi? Une armée des individus, de ceux-là qui ont dirigé le pays. La police, qui doit être là pour la sécurité. Elle a été une police de répression intérieure et une police qui peut répondre aux besoins sécuritaires de la population. Donc du coup, l'État aujourd'hui, tel qu'on le connaît, avec ses frontières, c'est-à-dire que l'État partage des frontières avec d'autres pays, depuis quand le Mali a su préserver ses frontières? Et parlant de cette situation-là que nous connaissons présentement, qui a démarré à partir de 2012, oui, je l'ai dit, des gens qui ont quitté la Libye, qui sont venus avec des armes, qui se sont installés. Ils se sont installés avec qui? Avec des gens aujourd'hui qui peut-être les accompagnent. Ils se sont installés avec des gens qui étaient déjà, ils sont installés, c'est-à-dire sur un terrain favorable par rapport à des, c'est-à-dire favorable à des situations comme ça. Et voilà pourquoi là où nous sommes aujourd'hui, le Mali se trouve dans une guerre que les Maliens n'osent pas parler de. C'est-à-dire que les Maliens n'osent pas en parler. Aujourd'hui, nous sommes avec des gens qui sont investis dans les situations de substitution. Nous avons signé un accord qui a des clauses, sinon un accord qui prévoit des termes qui favorisent des prises d'armes par les uns et les autres. Du coup, il y avait ce qu'on appelle les groupes armés. Maintenant, c'est les communautés qui ont maintenant des armes. Et une fois que les communautés ont des armes et qu'il y a des convoitises, donc ces convoitises font que là où nous sommes aujourd'hui, il peut y avoir des affrontements parce que l'insécurité est là. Donc voilà là où nous sommes aujourd'hui. Quand Québec dit que c'est parce qu'il y a les responsables qui ont failli, oui, c'est parce que les responsables ont failli que nous sommes dans cette situation-là. Donc vous rejoignez totalement M. Kébé en disant que l'on assiste plutôt à un affaissement de nos institutions militaires, de nos forces de sécurité et de défense. Je m'en vais poser la même question à M. Maïga. Est-ce que vous partagez le point de vue de Kébé et de Kouyaté en disant que parce que avant la crise de 2012, il y avait quand même la sécurité au Mali? Je partage entièrement l'avis de Kébé et Kouyaté. On parle de l'insécurité aujourd'hui parce que nous savons que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Le régime est incapable de sécuriser les populations et leurs biens. On a fait appel à nous, entre guillemets, nos amis, dont l'administration de la France et actuellement le G5 Sahel, qui sont venus, qui ont su que nous n'ont pas devant eux un État qui est en mesure de sécuriser ces populations. Et aussi, au lieu de nous sécuriser, ils profitent de la situation en cherchant leur propre intérêt. C'est ça qui explique vraiment cet état de cause. Ok. Alors, M. Maïga, Abdraman Maïga, qui représente Malikoura. Malikoura, est-ce que vous pensez réellement que la dégradation du climat sécuritaire au Mali peut être attribuée à cette absence de l'État dont a parlé votre concitoyen? Concitoyen, j'ai envie de dire, Maïga. Non, tout à fait, M. Diarra. Je pense que je partage entièrement l'idée. C'est qu'il y a une défaillance totale de l'État, mais je vais aller plus loin. C'est pas seulement que dans le domaine de la sécurité, c'est dans tous les domaines où l'État doit intervenir, que ce soit dans tous les segments, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit dans même dans le football. Donc c'est pour vous dire que c'est l'État même qui est en train c'est la déliquescence même de l'État malien. Et je pense que cela ne date pas forcément de 2012. C'est-à-dire que 2012 c'est le début des conséquences. C'est-à-dire que cela a commencé depuis l'avènement de la démocratie, et pour moi on a mis le gain facile, l'argent, la quête de l'argent, l'individualité, et finalement on a abandonné le bien public, le bien commun, qui est l'État. Un président a dit très récemment, un État qui n'arrive pas à sécuriser ses populations n'est plus un État. Et pour moi aujourd'hui, la question au centre, la question au nord, la question au sud, ce n'est rien d'autre que l'absence de l'autorité de l'État. C'est l'absence d'un État qui doit faire face à ses obligations
régalienne, qui est de sécuriser sa population, qui est de protéger sa population, qui est de donner la santé à sa population, qui est de leur donner une école, qui est de leur donner de l'eau à boire. On n'en a même pas à Bamako. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un système qui est là, qu'il faut revoir. Et c'est pour cela, nous, Mali Courant, nous pensons qu'il faut une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Et parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on assiste tout simplement à la limite des hommes politiques. Alors, monsieur, je reviens vers monsieur Kébé. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part que le Mali a été certainement une victime collatérale de la crise libyenne, parce qu'on a des frontières assez poreuses quand même? Est-ce que notre État a les moyens, avait les moyens et a encore les moyens de sécuriser cette vaste étendue de plus d'1 241 000 kilomètres? Deux petites choses avant. C'est-à-dire, on peut ne pas, il faut pas qu'on, c'est pas trop radical de dire que l'État a été incapable sur toute la ligne, parce que le régime actuel est caractérisé par la politique de l'autruche. Hein. Deuxièmement, la dégradation de la situation de notre pays ne date pas de l'avènement de la démocratie. Sécuritaire, situation sécuritaire. Même pas, on est dans le volet sécuritaire. Sécuritaire, on peut le classer comme ça. Ça date effectivement du 19 novembre 1968. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra, dans les jours à venir, en débattre. Par rapport à la question, au fait, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. Le Mali peut bel et bien faire face à la situation sécuritaire actuelle. C'est bel et bien possible. C'est vrai, il y a eu les forces étrangères, Amadou Ndunga Maïga en a parlé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la MINUSMA et d'autres forces étrangères, c'est 2 poids 2 mesures. La MINUSMA est une force d'imposition, une force d'interposition. La MINUSMA est aujourd'hui sur le terrain alliée de nos ennemis, ça c'est aussi clair que ça. Mais il y a eu effectivement une trahison domestique. L'extérieur s'est appuyé sur nos propres parents pour intervenir. Aujourd'hui, on sait, on peut parler de la question libyenne, mais en réalité, tout a été planifié. Tout a été planifié et le Mali, en tant que tel, avait bel et bien les moyens de sécuriser notre territoire avant aujourd'hui. Mais c'est une question de manque de volonté politique. Un exemple concret. Aujourd'hui, on nous a dit non, l'armée malienne n'est pas en mesure, elle n'est pas outillée pour sécuriser l'ensemble du territoire national. Pour que le drapeau malien soit respecté de Ine Khalil jusqu'à Djamel-Kounda. Pour que notre devise, notre hymne national soit respecté sur toute l'étendue de notre territoire national. Mais imaginez-vous, face au MLLA et face à d'autres groupes, bandits, des bandits, excusez-moi du terme, des bandits armés, on dit que non, notre armée ne peut pas. Mais écoutez, à un moment donné, il y avait des groupes d'autodéfense. Sous la direction d'Al-Hajj Gamou, par exemple, je donne un exemple, le Gatia. Le Gatia est parvenu à son temps à libérer plus de 10 localités en République du Mali. Hisser le drapeau malien et demander à l'armée nationale de venir sécuriser ces localités-là dans l'euphorie des populations qui occupaient ces zones-là. Mais comment un groupe d'autodéfense peut s'organiser et bouter dehors les ennemis, fait appel à l'armée que toute une nation ne peut pas sécuriser. Donc nous devons comprendre qu'il y a anguille sur roche. Oui, d'accord. Après, ça peut relever effectivement d'un problème d'organisation, c'est une question de volonté politique. D'anticipation, j'ai envie de dire, monsieur Kébé. Alors, on va faire réagir les autres assez rapidement. Monsieur Kouyaté, il y a eu des signes d'alerte avant la crise de 2012. L'ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré, avait bel et bien dit que si jamais le verrou de la Libye sautait, que le Mali allait en pâtir. Oui, mais lui, il a dit, finalement, on ne sait pas ce que sa déclaration signifie concrètement. Est-ce que c'est pour alerter ou bien est-ce que c'est pour encore c'est-à-dire que nous demander... C'était pour alerter, évidemment. Non, c'était pour nous demander d'abdiguer face à la situation. Sinon, en réalité, il y a Amadou Sérou Traoré Amadou Djoukoroni qui a tenu une conférence de presse, je me rappelle très bien, c'était en 2010 sous l'acropole de la radio Kaira. À son temps, il disait que avec le groupe Africom que le Mali reçoit et qui est en train de former nos militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que ça a une conséquence terrible à l'époque, il a bien précisé. Parce qu'il a dit que l'expérience partout dans le monde, c'est que le pays a sombré dans une guerre. Et juste avant l'offensive de l'OTAN en Libye, il y a Jean Zeglé qui a dit clairement que la Libye, le Mali, le Burkina Faso, ça dit que ce sont des pays qui vont être frappés
par cette mafia mondialisée. Jean Ziegler, je crois très bien. Mais déjà en 2007, il y avait ce qu'on appelle Daniel Volman, qui avait déjà alerté toutes les autorités d'Afrique par rapport à cette situation d'insécurité. Ils ont dit que l'Afrique, que les Américains vont amener les pays qui vont s'inscrire dans cette logique-là avec les Américains seront sombrés. Lui, il avait été clair à l'époque. Mais les Amadou Montouré, avec tout ça là, ils ont accepté Africom. Et les éléments qui ont été formés par Africom, ce sont les mêmes éléments-là qui ont pris les armes contre la République du Mali. Alors, c'est qu'Amadou Montouré a fait comme déclaration, alerte ou complot, je ne sais pas. Donc c'est pourquoi je dis que finalement, ce n'est pas une alerte venant de la part d'Amadou Montouré, étant donné qu'il a participé à la construction de ce que nous avons aujourd'hui comme mal sur notre main. Donc c'est pour vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation que ceux-là qui prétendent aujourd'hui gérer sont les premiers responsables. Je me rappelle très bien, il y a une déclaration qui a été faite en 2013. La déclaration a été faite par François Bayart, qui dit que la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Il dit clairement pas que dans l'effondrement de l'État malien, responsable dans l'effondrement même de l'État libyen aussi. Pas de l'État... Bon, en fait, il a dit en ces termes. C'est pourquoi je reste fidèle à sa déclaration. Parce que la France a participé dans les années 80 il dit que parce que la France a soutenu les programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école, la santé publique. Il a cité ainsi pour dire que franchement, cette citation-là, c'est depuis 1980 que la France est là avec ses programmes. La France nous impose tout sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur tous les plans et par fini, le résultat c'est le chaos. C'est seulement que lui-même, en tant que diplomate français, a soutenu vraiment la part de la responsabilité de la France dans cette situation-là, en ces termes. En tout cas, d'ici la fin de cette émission, j'espère que vous aurez des solutions à proposer parce qu'on est en train de chercher les voies et moyens pour éviter justement le chaos. Alors, Monsieur Maïga, Amadou Dunga Maïga, n'eût été l'intervention de l'opération Serval, est-ce que, parce que les prédécesseurs ont dit que l'État a failli, est-ce que le Mali aurait survécu, n'eût été cette intervention Serval en 2012. En 2012, à l'heure actuelle, nous pensons que si la France ne s'était pas intervenue sur notre sol, nous, Maliens, on allait avoir la solution à notre problème. Ah bon hein? Oui. Et pourtant, la progression des djihadistes était fulgurante. Non, non, non. On avait les moyens de les faire stopper, les djihadistes. Et comment? On a notre armée. On allait avoir une sursaut nationale qui va être derrière, un peuple qui va être derrière son armée pour contrer les djihadistes et les islamistes. Mais on a vu l'intervention Serval, l'intervention de la France, ça n'a rien servi. Le peuple du Mali pensait que quand la France allait intervenir, elle allait libérer toutes les localités, y compris Kidal. Tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, oui. D'accord, allez-y dans votre réflexion, M. Donc Maïga. nous pensons que la France allait intervenir pour libérer toutes les localités. Mais on a vu que la France a intervenu au Mali. Elle s'est arrêtée à Gao et elle ne nous a pas rentré dans notre région qui est Kidal. Donc, comment ne pas avoir une insécurité quand aussi notre gouvernement, avec la communauté internationale, accepte à ce que tout le monde ait une arme aujourd'hui au Mali pour faire partie du DDR. Elle est conditionnée par la détention et l'obtention d'une arme. Donc, tout le monde a une arme. Donc, on ne peut pas dire qu'on a des problèmes de frontières. Moi, je refuse de penser qu'on a un problème de frontières parce que le Mali n'a pas de problème entre nos pays voisins. Notre problème, il est interne. C'est vrai que souvent, Ogosago nous pousse à croire qu'il y a eu des mercenaires qui ont massacré tout un village, c'est vrai. Mais le problème du Mali, ça doit se régler entre nous les Maliens. Je pense que c'est nous-mêmes le problème. On aura le temps de parler de long en large de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Mais avant cela, je voudrais juste faire réagir M. Maïga. Est-ce que vous soutenez l'hypothèse selon laquelle l'intervention de l'armée française, l'intervention de l'opération Serval n'aura finalement pas servi à grand-chose?
Non, je ne partage pas. Je partage pas et je pense que je vais contredire un peu Maïga et puis Sirik un peu. Parce on a besoin de ça, justement. Oui, parce que en fait, là où moi je ne suis pas d'accord par rapport je reste toujours sur ma position, que pour moi, c'est l'État qui a failli. C'est-à-dire que le Mali n'est pas le seul pays qui est victime collatérale, effectivement, de la situation libyenne. On a le Tchad, on a le Niger, on a le Burkina. Mais en fait, pourquoi ces pays-là n'ont pas eu de rébellion dans leur pays? Parce que tout simplement, il y avait quand même un État qui a su, à un moment donné, faire face à cette demande ou à cette infiltration des forces étrangères. Mais malheureusement, au Mali, nous, on a été quand même... l'État n'existait pas. Donc, ce qui faisait que ceux-ci sont arrivés au Mali, armes et bagages. Pour la petite histoire, le Mali n'a aucune frontière avec la Libye. Donc, pour passer jusqu'à arriver au Mali, il faudrait bien que, si l'État existait, l'État aurait pu négocier même avec ses pays voisins pour que ces gens-là ne passent pas avec leurs armes. Comment ils ont pu traverser? Pourtant, on a des accords entre nous et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, là où je voulais revenir par rapport à... Aujourd'hui, Kébé a parlé des groupes d'autodéfense. Mais c'est encore la preuve, en réalité, de l'absence de l'État. C'est-à-dire que quand les populations eux-mêmes... Oui, mais l'absence par rapport à la sécurité. Quand vous dites que... Non, je suis d'accord, mais en fait, là, je voulais dire... Non, je voulais dire... finir sa réflexion. Voilà, je voulais juste dire que, en fait, aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a des groupes d'autodéfense qui sont obligés de s'organiser pour assurer leur propre sécurité, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. On ne se pose pas la question, la bonne question. Le budget qui a toujours été alloué à l'armée depuis 1968 jusqu'à nos jours, ce budget, il est où? Pourtant, tous les ans, on a de l'argent qui est déboursé pour l'armée, pour son équipement, pour sa formation, pour sa mise en forme, pour être au niveau. Donc pour moi, ce sont les vraies questions qu'on doit se poser. Sinon, on va perdre le temps à penser effectivement toujours au complot. C'est plus facile. C'est très facile de penser au complot. Moi, ça règle le problème. Dès qu'on dit c'est le complot, on n'est plus responsable. Non, moi j'ai dit on doit faire face à notre responsabilité. Quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive? Et pour moi, c'est l'État. Et je suis pas entièrement d'accord avec eux et je pense qu'il faut que l'État s'assume et si l'État n'a pas les moyens, qu'il se manifeste. Alors, M. Kouyaté, assez rapidement, avant d'enchaîner sur la question en rapport avec la prolifération des armes légères. Oui, rapidement, il ne faut pas que les gens amènent le débat où il n'y en a pas. Nous avons dit que nous sommes dans une situation. Dans cette situation, il y a des facteurs exogènes, il y a des facteurs endogènes. Nous, on parle de deux. Mais amener le débat à dire que c'est seulement l'État. L'État, ben, si l'État a failli par rapport à cette situation, alors ces situations-là, qui nous ont amené ces situations-là, ils sont aussi responsables, on le dit, c'est comme ça, l'analyse elle est complète. Si se limiter à dire que l'État a failli, alors l'État c'est qui finalement? Ben justement, très bonne question, l'État c'est qui? Parce que moi j'aimerais quand même qu'on situe un peu la responsabilité. Quand on parle de l'État a failli, ce n'est pas l'État actuel, parce qu'en 2012, en 2013, ce n'est certainement pas le gouvernement d'Ibeka. Juridiquement, l'État, c'est nous tous. Hein. D'accord, voilà. C'est nous, c'est eux qui dirigent, etc. Voilà. Mais avant, il faut qu'on nous soit très clair. La France n'est pas intervenue pour sauver le Mali. La France, non, jamais. La France a planifié cette intervention justement pour préserver les intérêts français. D'accord, on sait tous que opposés à ceux du Mali. Non, Monsieur Diarra, c'est une réalité. Nous le savons, nous avons les arguments. Prouvez-moi. En 1957 déjà, la France a voté une loi qui est la loi d'Océrès, Organisation commune des régions sahariennes, dont le Mali est la base de cette organisation-là. Et jusqu'au jour... Pourquoi tout cet intérêt pour le Mali? Je vais vous dire, jusqu'à ce soir, là où je vous parle, la France a un bureau à l'Élysée qui dirige cette question d'Océrès-là. Donc ils sont là pour nos ressources. Ça, on ne va pas aller très loin. La France est là pour ça. Avant d'intervenir, avant l'opération Serval, la France était déjà installée en République du Mali. Mais le peuple ne le savait pas. Donc il faut que nous soyons très clairs par rapport à cette question. Au-delà de tout ça, aujourd'hui, la France a des intérêts opposés à ceux du Mali, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'État a failli, c'est une réalité. L'État, c'est un État néocolonial aujourd'hui. Sinon, le peuple malien est intelligent et outillé pour défendre son propre pays. La preuve, quand il y a eu l'effort de guerre, quelle couche n'a pas contribué? Je donne un exemple précis. À travers Ousmane Maran Chérif Haïdara, Ansar a contribué 10 millions de francs CFA
par rapport aux refusés, Ansar a contribué à travers Ousmane Marani Chérif Ouattara, 115 millions de francs CFA. Ceux qui sont dans les marchés, même les élèves ont contribué pour l'effort de guerre. Il y a eu plus de 20 000 jeunes un beau matin qui ont dit voilà, nous voulons être enrôlés pour défendre notre patrie, pour défendre notre drapeau, pour défendre notre devise. Monsieur Kébé, je suis mais pourquoi l'État a... Non, attendez, monsieur Diarra. Pourquoi l'État a repoussé ça alors que l'organisation de la défense nationale, de la défense civile, est un droit, est profondément moral. C'est parce que cet État qui est incarné aujourd'hui par le système néocolonial n'a aucune vision réelle pour libérer notre pays de façon digne. Il faut qu'on soit très clair. Donc maintenant, par rapport à la prolifération des armes, tout ça est une planification. Parce qu'en réalité, chez nous, depuis les années 60, nous avons été très clairs. Quand nous avons arraché notre indépendance dans les centres fumants du colonialisme, on a dit que vous soyez Daosak, que vous soyez Soniké, Bambara, Kakolo, tout ça c'est bon. On est un peuple, vous savez, musulmans, athées, etc. On est un peuple. Un peuple imbutoir. Il n'y a jamais eu de conflit intercommunautaire. Oui, ça, mais ils veulent déstabiliser, écoutez-moi, je vais finir. Ils veulent déstabiliser le Mali. Ils veulent la France impérialiste en complicité avec la trahison domestique, y compris ceux qui sont à la tête de ce pays-là aujourd'hui, incarnent aujourd'hui la force néocoloniale en République du Mali. Donc, cette force-là sera stoppée dans son élan. On va les écraser, les déraciner définitivement pour faire du Mali un pays véritablement d'hommes et de femmes libres. Les écraser comment? Avez-vous les moyens les écraser Le moyen des moyens, c'est l'être humain. Le peuple est ce moyen-là. Et le peuple est la représentation de Dieu sur terre. Monsieur Maïga, est-ce que les efforts nationaux dont il parlait tout à l'heure, est-ce que ces efforts nationaux-là sont utilisés à bon escient, justement, avant de vous demander si toutefois la prolifération des armes légères et de petit calibre... Avant même les efforts, déjà il y a un budget qui est alloué, donc les efforts viennent en complément. Je pense qu'encore on n'a pas mesuré on va dire le Malien d'une manière générale, nous n'avons pas mesuré un peu le degré d'insécurité, le degré le danger qui nous guette. De dangerosité. Le danger qui nous guette. Et c'est là où je pense qu'en fait, malgré les 2 milliards qui ont été mobilisés, moi je trouve que c'est peu. C'est peu par rapport à la capacité de détournement, de fraude du pays, par rapport à l'enrichissement des Maliens que nous connaissons, tous ces Range Rover qu'on voit circuler, des grosses caisses et autres, des villas partout. Pour moi, 2 milliards pour un peuple malien, c'est vraiment minime par rapport à la situation qui nous guette. Maintenant, la prolifération des armes, légères ou lourdes, parce que celui qui me disait tantôt que c'était des armes lourdes. Maintenant, attention, moi je peux vous donner la certitude sur ce plateau-là qu'il n'y a pas de prolifération d'armes lourdes, puisque j'ai eu des spécialistes qui ont parlé de la question. Ok, donc pour l'instant, on est dans le volet des armes légères. Voilà. Pour moi, ça ne fait que... Parce que quand il y a un vide, je reviens encore à l'État, quand il y a un vide, forcément, les bandits viennent pour faire leur trafic, ça donne la porte ouverte à toutes sortes de commerces, que ce soit la prostitution, que ce soit la drogue, que ce soit les armes, et tout ce commerce illicite va se proliférer en l'absence d'un État. Et c'est là où je dis toujours, soyons responsables, et il faudrait que notre pays s'organise à sécuriser nos frontières, à sécuriser les activités intra-pays et à sécuriser, effectivement, à mettre des forces de défense et de sécurité là où il faut, et à les équiper. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on parle toujours de ces aspects. Aujourd'hui, on a parlé des équipements qui ont été achetés pour l'armée depuis 2012. Selon la loi de programmation militaire, on nous a dit, moi, ça m'énerve quand j'entends toujours, ils disent que nos forces de défense montent en puissance. Moi, j'aimerais voir sur quoi ils se basent pour mesurer la montée en puissance. Oui, mais Monsieur Maïga, excusez-moi de vous couper, on a vu que l'armée a été dotée de moyens de vecteurs aériens. L'armée a été dotée de plusieurs... Non, mais il y a un à ce niveau-là. Si, on nous a montré à la télé, et nous sommes nous-mêmes allés faire la couverture de la réception de ces appareils-là. Donc, quelque part... Tu peux pas faire des combats. Moi, quand j'avais vu les Tucano, j'étais très content. Bon, certains ont dit que non, c'est des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, moi, je dis que c'était adapté. Le ministre est sorti, il disait que c'était adapté au terrain. Et je me suis dit, bon, ben, c'est bien, à Mopti, ils vont descendre partout où ils veulent. Mais j'ai été surpris de voir que l'attaque de Ouagassogou et même de Kolongo, mais rien, j'ai pas vu de vecteur aérien. J'ai pas vu d'avion qui est allé, rien que pour
comment on appelle, suivre les malfrats, savoir où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils se sont cachés. On n'a pas eu d'informations. Et pour moi, on doit poser ces vraies questions aujourd'hui pour voir que l'armée répond. Moi, je pense que nos chefs militaires doivent nous dire pourquoi nos avions n'ont pas été voir à Ouagadougou qu'est-ce qui se passait. Pourquoi aujourd'hui à Mopti, on n'a pas pu avoir les images de tout ce qui s'est passé. On n'a pas pu poursuivre ces bandits. Et pourquoi ces avions ne sont pas basés à Mopti pour sécuriser toute la zone frontalière avec le Burkina et toute cette zone. Moi, je pense que ça, c'est des vraies questions. Mais dès l'instant qu'on va occulter ces questions de fond, on va attaquer des problèmes auxquels on n'a pas de solution. C'est-à-dire que pour moi, je suis d'accord que nos amis français, parce que ce sont nos anciens colonisateurs. Et comme je le dis, moi je me refuse ce débat. Moi je me refuse à ce débat parce que j'ai toujours dit, le Mali n'est pas le seul pays colonisé. L'Afrique n'est pas le seul continent qui a été colonisé. L'Asie s'est sortie de ce problème-là depuis longtemps. Ils ne parlent plus du colonisateur. Nous, je pense aussi que c'est tant qu'on se remet aux colonisateurs, c'est comme si on fait notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on se dit, on ne peut rien. C'est l'autre, et donc tant que c'est l'autre qui fait le problème, on ne peut que l'accepter. Moi je refuse. Nous avons fréquenté les mêmes écoles que le colonisateur, nous avons eu la même éducation, et nous avons d'autres aspects aussi, qui sont nos valeurs culturelles et sociétales, qui viennent en plus. Et pour moi, nous devons avoir l'intellect et la capacité nécessaire aujourd'hui de déjouer ces plans, ces coups. Nous devons avoir des unités aussi, ces complots. Nous devons avoir aussi l'intelligence d'anticiper. Et c'est ça le fort. Et c'est là où souvent je taquine un peu. Oui, monsieur Maïga, Amadou Dunga Maïga qui veut réagir. Est-ce que vous pensez que la prolifération de ces armes légères peut être vraiment à l'origine de ces exactions répétitives constatées récemment dans le centre du pays, notamment à Ogosago, notamment à Djoura? Est-ce que ça a un lien pour vous? Avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment réagir par rapport à ce qu'il a dit, que le Mali n'est pas victime d'un complot. Le Mali est bel et bien victime d'un complot. Vous n'êtes pas d'accord? Le Mali est victime d'un complot. Je vais vous faire un bref rappel des faits qui sont réellement passés au Mali. Quand on a libéré la région de Gao, la région de Tombouctou, on nous a parlé des autorités, de l'installation des autorités intérimaires, en disant au peuple qu'une fois que ces autorités-là sont installées, il n'y aura plus de questions d'insécurité. Ils ont installé leurs autorités intérimaires. Qu'est-ce que ça a servi? Rien. On nous a parlé de la MINUSMA. MINUSMA a failli, a échoué comme notre gouvernement. Après, on nous parle du G5 Sahel, qui avait sa base à Sévaré, dans la région de Mopti. Et qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale, le G5 Sahel, pour être très précis, a contraint le gouvernement du Mali de transférer la base de Sévaré à Bamako, à Badalabougou. Non, parce qu'il y a eu l'attaque. J'arrive. Mais ils sont venus. Pourquoi ils sont venus dans l'actualité? Parce que justement, le QG du G5 a été attaqué. Parce qu'ils ne sont pas vigilants, parce que l'attaque les arrangeait. C'est comme ça qu'on doit interpréter. Ah, c'était planifié. C'était planifié. Vous voulez dire que c'était planifié? Entièrement planifié. Comment venir sécuriser une région, le centre du Mali et les régions du nord? En tant que militaire, vous vous laissez avoir comme ça facilement? D'accord. 5 secondes par rapport au complot là. 5 secondes rapidement. Monsieur Kébé, je voudrais juste par rapport au non, attendez s'il vous plaît, je voudrais juste demander à monsieur Maïga, est-ce qu'on peut réellement planifier sa mort? Parce que quand vous dites que l'attaque était planifiée, est-ce qu'on va attendre les bombes venir et puis ne rien faire par rapport au QG du G5 Sahel? Nos amis de la France, nos amis du G5 Sahel ne sont pas sincères avec le peuple du Mali. D'accord. Vraiment, honnêtement. On ne peut pas venir sécuriser une région. Après une petite attaque, vous déménagez pour venir vous installer à Bamako. Et là, nous parlons... Notre gouvernement n'était pas d'accord. Le ministre a dit hier à l'Assemblée nationale que le gouvernement n'était pas d'accord à ce que le QG du G5 Sahel soit transféré à Bamako. Mais le Mali a été contraint d'accepter. Donc il y a bel et bien un complot contre le Mali. D'accord. Un complot contre le Mali. Monsieur Kébé, là on est dans le G5. C'est pas l'opération Barkhane, c'est pas la France. C'est entre nous, frères africains. Le G5, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Niger. En réalité, le G5, c'est la délimitation réelle de l'OCRS. Ce n'est plus même G5, c'est G6. Parce que qu'est-ce que la France cherche dans ça?
dans le complot. La France n'est pas membre non, G5. Kramaroke, il faut faire attention. Non, on il est faut faire d'accord. très attention. La France n'est pas dans le G5. Je vais vous dire, G5, il faut lire entre les lignes. G5, la France a bel et bien un poids là-dessus. C'est comment? À 70%. À 70%. Il faut voir comment G5 même a été installé. D'accord. Il faut voir comment les rayons préliminaires ont été organisés. Il faut voir exactement les détails de tout ça. Mais pour venir à la question du complot, 2 secondes, c'est-à-dire même quand il y a eu l'affaire Damien Boité, si les gens savent réellement cette histoire, on va marcher de Bamako jusqu'à là-bas et pour déguerpir le mausolée de Damien. Ama Al-Mahmoud l'a dit clairement à travers une interview qu'ils ont eu l'aval de la France. Et eux, en réalité, ils ont pris des armes contre le Mali, contre le drapeau malien, contre notre hymne national. Vous vous rappelez de cette ceinture de sécurité là autour de Kidal? Vous vous rappelez de cette question de Tabankort, de Tabrichat? Vous vous rappelez quand la France s'est opposée à la libération de Kidal en refusant l'entrée à Anafif, l'entrée à Gamou et à Didier Dako, je veux dire. Vous vous rappelez très bien de lorsque l'autre, la Moussa Mara, est parti à Kidal. Vous savez comment les choses se sont déroulées. Donc, en réalité, comme on le dit en Bambara, ils ne sont pas là pour nous. Ça, c'est compris. Ça, c'est compris. Alors, Monsieur Kouyaté, rapidement, on est en train de parler de tout ça, mais finalement, quelle alternative possible pour instaurer un climat sécuritaire digne de nom afin de rassurer l'ensemble de nos concitoyens? Et juste après, on va aborder le second chapitre, le second volet de cette émission. Vous savez, je me dis qu'on parle de la sécurité quand il y a des éléments qui sont revenus et qui font qu'on est protégé. On parle d'insécurité quand il y a l'absence de ces éléments. D'abord, la sécurité dans cette situation passe d'abord par la bonne information. Est-ce que les gens ont la bonne information? Quand on me dit que dans ce pays, les gens sont en train d'indexer la France, comme ça, quand on me dit qu'on ne croit pas à la théorie du complot, mais ça veut dire qu'on ne lit pas les artisans qui sont derrière tout ça là. Je vais vous citer le nom de Nicolas Normand, qui est un artisan en partie de cette citation, qui a publié un livre tout récemment, dans lequel il dit clairement ce que la France ne devrait pas faire si elle n'est pas complice, si elle n'est pas artisan de ce mal que nous vivons. Vous savez, vous avez parlé de la prolifération des armes. Légère, oui. On dit légère. Non pas lourde, hein, s'il vous plaît. Mais écoutez, mais il y a le rapport qui a été fourni, qui a été publié le 18 février 2019. Mais dans ce rapport-là, il est très clair que pour la mise en œuvre de l'accord, il y a des blocages quelque part. Et ces blocages sont liés au fait qu'il y a de ces armes lourdes, que les éléments terroristes, qui sont les éléments de l'entreprise terroriste Azawad, ne veulent pas donner. Donc c'est pour vous dire quoi? Quand on parle de la prolifération des armes, ça veut dire qu'ils ont ciblé peut-être quelques-uns et non pas les autres. Aujourd'hui, ceux qui sont à la base de cette situation d'insécurité, parce que quand par exemple Maïga disait tout à l'heure pourquoi ce qui s'est passé à Ogosako, les acteurs qui l'ont fait n'ont pas été poursuivis, mais ce que Maïga doit comprendre, c'est que là-bas, quand on dit que l'État a failli, c'est que quelque part l'État existe, mais l'État ne joue pas son rôle. Mais dans ces zones, l'État n'existe même pas à pleine forte raison. Donc, alors, qu'est-ce qui fait que l'État déserte ces zones-là? Parce que c'est des zones qui doivent être délimitées. Nous sommes en face des gens qui ont fêté le 6 avril dernier une fête, une prétendue fête d'indépendance. Ah, vous faites bien de rajouter prétendu. Hein, une prétendue fête d'indépendance. Oui. Alors, ils sont en train de désigner ce qu'on appelle une zone. Et cette zone-là, là où nous sommes aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour que l'État puisse déguerpir. Et nous sommes dans cette situation-là. Aujourd'hui, c'est Nicolas Normand qui a publié un livre-là. Mais celui qui a dit que la France est allée appeler le MLA du Burkina Faso et l'installer. Et cela me fait penser à la convention de Bourem qui a été signée depuis 1907. Suite à cette convention, il a été très clair. Quand vous allez lire les clauses de cette convention, il dit que l'Adrar sera laissé aux Euphoras et à ceux qu'il plairait aux Français d'y installer. Donc là où nous sommes aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit avec cette situation-là.
Il plaît à la France à ce qu'il y en a des gens qui l'occupent. Et il plaît à la France d'empêcher certaines personnes d'y entrer, notamment le Premier ministre tout récemment, lorsqu'il avait effectué une visite sur la ville de Kidal. En entrant, il dit qu'il j'irai à Kidal sans arrogance. Le président de la République a dit clairement qu'aucune fanfaronnade politicienne ne me fera prendre mon avion, débarquer à Kidal et créer un incident. Oui, ça on l'a compris. Alors, maintenant, quoi? moi je vous dis, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous n'avons qu'une heure, et le temps et ça file. Quelle alternative assez rapidement avant, mais je voulais juste aborder le second volet de cette émission, Maïga, assez rapidement. Non, très rapidement. Non, je veux parler des solutions. Excuse-moi. Donnons la parole à Maïga. En fait, ce que je voulais dire. Je voulais parler je voulais revenir. On a la bonne information. Je voulais dire aux gens, en 2012, quand les groupes terroristes avec les bandits du MNLA ont pris les 3 régions, il y avait eu des bonnes volontés, des missions de bonne volonté qui ont quitté Bamako pour aller discuter avec eux, négocier. De bons offices. Pour discuter avec eux, parce qu'on dit que ce sont nos frères. Et ils ont été discutés avec eux, mais cela n'a pas empêché l'attaque de Kona. Cela n'a pas empêché ce groupe d'avancer. La France n'était pas intervenue. Et je vais parler d'autres. On a un autre député qui est parti jusqu'à Niafunké pour aller rencontrer ces groupes terroristes-là, ces bandits-là. Mais en fait, qu'est-ce qui en est sorti? Et ces mêmes personnes aujourd'hui qui ont entamé des négociations. Non, la solution pour moi, la solution pour moi aujourd'hui, il faut une mobilisation générale des Maliens. Il faut que les Maliens cessent d'être méchants les uns envers les autres. Pour moi aujourd'hui, le Mali, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de vivre ensemble qu'il faut sauver. Il faut qu'on essaye de sauver la maison d'abord, la maison mère, qu'on se retrouve, qu'il y ait une mobilisation. Moi, je ne peux pas comprendre que le ministre de la Sécurité avait dit à l'Assemblée qu'il y a 15 000 hommes. J'ai dit, face à cette situation, toute cette jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui n'a rien à faire, pourquoi on n'arrive pas à les mobiliser? Pourquoi on n'arrive pas à les mettre sur la scène? D'accord. Quelle solution, Maïga, monsieur Amadou Dunga Maïga, assez rapidement, quelle solution? Parce que là, on est dans le volet sécuritaire, on va aborder le second chapitre. Quelle solution, en fin de compte, pour qu'on aspire à une sécurité définitive? La solution, il a dit, il faut un rassemblement de tous les fils et filles du Mali pour faire face à cette situation. Mais quelle que soit la bonne volonté de la jeunesse, quelle que soit la bonne volonté du peuple, quand notre État n'est pas d'accord ou bien n'accompagne pas son peuple, on n'ira nulle part. On a vu des jeunes qui se sont regroupés pour déclarer haut et fort que la France est en train de comploter contre le Mali. Ils ont toujours été gazés. Siriki a dit, très rapidement, Siriki, je vous confirme actuellement à Gossi, il y a une base militaire française qui est en construction. La plus importante. La plus importante en Afrique. Ça, c'est pour mettre un pont entre le nord et le sud. C'est clair, c'est un complot. Une base ou plutôt une extension? C'est une base militaire. Peut-être c'est pour sécuriser aussi. D'accord. Il peut virer dans les infos, excusez-moi, on nous a appris que justement cette extension va plutôt servir à répondre de façon qui vous a appris ça? dans les infos générales, monsieur Kébé. C'est-à-dire que nous avons approché des gens qui sont sur le terrain, qui nous auraient dit que justement cette branche va contribuer à répondre de façon rapide et efficace en cas d'attaque. Alors, le deuxième chapitre, chers invités. Oui, quelle solution assez rapidement, monsieur La première des choses, il faut éviter d'indexer les pays voisins. D'accord. L'Algérie de Bouteflika, par exemple, n'a aucun intérêt que la France soit installée en République du Mali. Moi, j'ai personnellement discuté longuement avec le président Tandja. Vous savez, personnellement. Vous savez, quand les gars venaient de la Libye, le Niger n'a pas accepté. Le Niger les a bombardés. Et Tandja a contacté à son temps. Mais si le Mali décide à ce qu'ils viennent, ben, tant mieux. Mais les résultats sont là. Dans les pays limitrophes, il faut qu'on fasse extrêmement attention par rapport à ça. Secondo, nous pensons en tant que Faso Kano, on l'a dit en avril 2016, il faut un état de siège. Un état de siège, jusqu'à la libération totale de notre territoire. Il faut enrôler les jeunes de 18 à 32 ans, volontaires. Il faut un service. Il faut un service. Non, c'est un enrôlement biaisé. Il faut un service. Il faut un service militaire patriotique. D'accord. Il faut vraiment
qu'il y ait cette assise nationale souveraine, D'accord. il faut le moyen qu'il faut pour que ça soit consacré vraiment à cette affaire. Mais il faut préparer le départ immédiat de ces troupes étrangères stationnées en République du Mali qui, en réalité, sont en train d'amplifier ces problèmes, l'insécurité en République du Mali. C'est eux, c'est elles qui sont à la base, ces troupes étrangères-là. D'accord. Voilà. Donc, en complicité avec la trahison domestique. D'accord, ça c'est bien compris. Maintenant, le second chapitre de l'émission, de ce débat, c'est la crise sociopolitique. Alors, vous savez que les grandes consultations ont été engagées par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en vue de réconcilier les cœurs et les esprits. Alors, est-ce que ces consultations-là sont-elles de nature à apporter leurs fruits, M. Kouyaté? D'abord, ce ne sont pas des consultations. Ce sont des rencontres d'information et non des consultations. Ça veut dire que quand on parle de consultation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des problèmes qui sont posés. Face à ce problème-là, on appelle les uns et les autres et on demande les points de vue par rapport à ça. Maintenant, le président de la République qui raconte aujourd'hui ces éléments politiques, ces hommes politiques, je veux dire, hein, mais c'est il n'y a pas que les hommes politiques. Oui, il a rencontré oui, je sais. la Ligue malienne des musulmans et érudits du Mali. L'imam, il a rencontré les leaders religieux, monsieur J'ai cité un Kouyaté. cas seulement parmi toutes ces, c'est-à-dire que parmi tous ces cas, il a dit qu'il a des préoccupations par rapport à la révision constitutionnelle. D'accord. Tout ce que le président de la République aujourd'hui a comme proposition, sinon a comme doléance à soumettre au peuple, c'est d'accompagner à aller vers une révision constitutionnelle. C'est pas une consultation, ça, c'est une rencontre d'échange. Sinon, on va en parler. Monsieur Maïga, oui, Monsieur Maïga, alors la même question, est-ce que ces rencontres, sinon ces consultations, sont-elles de nature à porter leurs fruits? En fait, je vais parler parce qu'il est homme traditionnel à la fois. Et moi, je vais dire qu'au Mali, on est très fiers souvent de dire que on a des canaux sociaux, on a des mécanismes au Mali qui nous permettent de communiquer. Mais en fait, on se rend compte dans la réalité que tout ça, c'est du bluff. C'est pas fonctionnel, ça tient pas la route. La preuve, toutes ces difficultés que nous avons eues, on n'a pas eu effectivement cet éveil de conscience, on n'a pas eu cet élan de cette société qui est de société civile ou société traditionnelle ou société religieuse ou voilà, de malien tout court, qu'à un moment donné on s'est dit il faudrait qu'on se réveille, le problème il est là. C'est-à-dire que la concertation du président pour moi n'a aucun impact dans la mesure où elle aurait dû être suscitée par ces relais sociaux. C'est-à-dire que pour moi, ces relais de la société auraient dû déclencher l'alerte et déjà apporter la solution avant que aujourd'hui le président soit contraint. Parce que le président, entre guillemets, je pourrais dire, il a été un peu contraint. Et le format aussi de ces concertations, pour moi, déjà les rend déjà inefficaces et inopérantes. Monsieur Maïga, quand vous dites qu'il a été contraint, c'est quand même la première institution de la République. Ben, oui. Qui peut le contraindre? C'est la rue. Moi, je veux dire la rue. Oui. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a peur de... Non, parce qu'en fait, la rue, pour moi, il y a eu une manifestation dans la rue et en fait, en réponse à cette manifestation, il fallait tout de suite trouver quelque chose. Alors que, moi, je pense que quand on gère, c'est-à-dire que quand on gère, on doit être responsable de la gestion qu'on fait et on assume les conséquences de leurs actes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter forcément le son de la rue. Ouais, souvent, il faut assumer ses responsabilités et aller de l'avant. Oui, pas forcément la colère de la rue, mais je crois savoir que ces rencontres, ces consultations avaient été planifiées bien avant ces manifestations de la rue. Mais le format fait que ces consultations sont inopérantes. C'est-à-dire que le format, je veux dire, mais on invite les gens comme ça, on leur dit, bon écoutez, voilà ce que j'ai envie de faire et tenez le tel document. Je ne pense pas que ça c'est une concertation. Pour moi, la concertation, c'est-à-dire que c'est on les rend opérants de façon continue. C'est-à-dire que pour moi, les familles fondatrices, pour prendre juste quelques exemples, pour moi, les familles fondatrices ne doivent pas attendre que les gens soient dans la rue pour prendre des initiatives, aller régler la question de l'école, pour faire des démarches auprès de certains groupes. Oui, non, mais au moins faire des démarches. Démarcher. Oui. Bah, par exemple, les religieux, pour moi, on n'attend pas que ça casse pour démarcher. C'est-à-dire qu'ils ont des facilités. Mais monsieur Maïga, ça n'a pas encore cassé. Hein, non, ça n'a pas cassé, mais voilà, c'est en train de fissurer quand même. C'est fissuré quand même. Parce que là, aujourd'hui. Fissuré, mais pas cassé. Ok, bon. Monsieur Kébé. C'est un abscisse alors. Oui, monsieur Kébé, est-ce que vous partagez le point de vue de monsieur Maïga qui dit que, bon, voilà, il fallait peut-être une prise de conscience réelle de la base avant que le chef de l'État ne
tendre la main finalement à toute la classe politique, sociale du pays? Le président Modibo Keïta disait les problèmes, il faut les régler, car à force d'arrangement, on finit par déranger la République. Donc le fait de refuser catégoriquement d'aller à la solution réelle, c'est-à-dire la vraie solution, la solution idoine aux problèmes auxquels le peuple est confronté, on finit par déranger la République. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ces rencontres-là. Ces rencontres-là n'aboutiront jamais vraiment à la solution. Mais ça apaise quand même. C'est d'arranger, apaiser. Les gens n'ont pas besoin, aujourd'hui d'apaiser, mais les gens ont besoin des solutions. Oui, mais avant de trouver les solutions, il faut qu'il y ait un apaisement. Non, écoutez, monsieur Diarra, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Le gouvernement dirigé, le régime actuel a pris des engagements avant aujourd'hui, mais il n'a pas honoré ces engagements-là. D'où tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec certaines pratiques. Le fait que les gens sont dans les problèmes, quand les gens se rebellent, quand les gens sont révoltés pour vraiment leurs droits légitimes, il ne faut pas les apaiser. Il ne faut pas les apaiser. Il faut les aider à trouver la solution qu'il faut. Si il y a des problèmes entre eux et le gouvernement, si le gouvernement n'a pas raison, celui qui a raison là, appuyer cette personne-là contre celui qui n'a pas raison. C'est même une recommandation de la religion musulmane. De la religion, d'accord. Monsieur Maïga, soutenez-vous cette même hypothèse? Entièrement. D'accord, par anticipation. Oui, Maïga. Je voulais juste ajouter. Je veux dire que ces concertations aujourd'hui aussi, il faut voir aussi que c'est en train de faire... On a le sentiment du plat déjà servi. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes hommes politiques qui se concertent entre eux. Et je pense que pour que ces concertations marchent véritablement, il faudrait commencer à inviter Siriki, Kébé, nous, Malikoura, d'autres... Tous les Maliens. Voilà, mais non, les Maliens de tous bords. Il faut renouveler la classe politique aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer, par exemple, à avoir des concertations toujours avec les mêmes. Des gens que, bon, on a vu aux élections présidentielles passées, combien ils ont eu comme score. Ils ne sont plus légitimes, ils ne sont plus représentatifs. Donc pour moi, il faut qu'on arrête d'écouter ces gens-là, on arrête de convier les mêmes têtes. Il faut renouveler ces têtes à inviter pour ces concertations. Vous avez des jeunes, vous avez des mouvements, vous avez des associations qui ne sont pas des associations qui attendent de la main ou qui tendent la main à l'État. Il faut qu'on les écoute. Il y a des gens qui aujourd'hui animent et qui ont des convictions, qui ont des visions. Ce sont eux qu'il faut écouter maintenant. Et il faut oublier cette classe qui est vieillissante et à la retraite. D'accord. Allez, le temps file. Permettez-moi, monsieur Maïga. On a quasiment 6 minutes avant la fin de cette émission. Donc, vous pensez tous que la sortie du président de la République n'aura pas servi à calmer les ardeurs face à la grogne sociale? Rapidement. Finalement, c'est mon tour. Hein. Oui, avec toutes nos excuses, monsieur Diarra. Monsieur Diarra, il faudrait qu'on se pose la question, ces rencontres-là portent sur quoi? Le président de la République, je crois qu'il a été conduit au pouvoir, en tout cas par le soutien d'un parti politique, sinon par le soutien des partis politiques. Quand il venait au pouvoir, je crois qu'en tout cas, il a présenté un document qui serait porté, en tout cas, son programme, sa vision de choses. D'accord. Est-ce que c'est ce programme-là qui est en exécution ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens ont faim. Il y a des grévistes un peu partout. Il y a des crises politiques. Il y a des crises sécuritaires. La police, au niveau de la police, il y a des grognes partout. Les gens surtout crient. La crise scolaire. Maintenant, la crise face à la crise scolaire. Le président de la République, qu'est-ce qu'il propose? Je crois qu'il tout récemment, il a fait une déclaration. Sinon, tout récemment, il a fait un discours adressé à la nation. Oui, c'était dans la nuit du mardi, 16 avril. Effectivement. Justement, une allocution télévisée. Dans ça, il a tenu des propos, n'est-ce pas? Il a fait encore des promesses. Mais la citation de l'école, ce n'est pas seulement même les salaires des enseignants. C'est aussi l'école en tant qu'école. Alors, ces questions-là, dans le discours d'Ibeka, ça ne ressort pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne voit pas les choses de la même manière. Et cette école dont nous parlons là, quand Ibeka va faire des concertations avec les uns et les autres là, tout ce que les gens vont décider, c'est d'autres personnes également qui sont derrière, qui doivent les financer, et ça doit se faire comme eux le veulent. C'est pourquoi Joseph Kizerbo a dit, dormir sur la nappe des autres, l'insécurité est structurelle. Tant que les Maliens ne cherchent pas à voir leurs problèmes, à indexer au bout des doigts les vrais ennemis de la République, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, on n'en sortira pas. Donc c'est pour dire à mon camarade que là où nous sommes aujourd'hui,
si nous devons analyser, on analyse du fond en comble. On ne peut pas laisser une partie et prendre une autre partie pour faire une bonne analyse. C'est pas possible. Chers invités, sans vouloir faire l'avocat du diable, on a vu quand même que lors de ce discours télévisé du chef de l'État, il y a eu quand même certaines mesures. Il y a près de 13 milliards qui seront débloqués en faveur des populations sinistrées. Et parlant de la crise de l'école malienne, il y a eu cette suspension de la rétention sur les salaires des enseignants. Et le gouvernement reste encore ouvert au dialogue. Enfin, l'émission s'achemine pratiquement vers la fin. Je veux juste qu'on aborde un dernier thème. C'est justement la classe politique. Avant la classe politique, il y a eu une tendance, je dis bien une tendance, je veux dire certains religieux qui ont demandé, qui ont réclamé la tête du Premier ministre. Et maintenant, c'est l'opposition, la majorité qui dépose une motion de censure. Pensez-vous que le départ du chef du gouvernement va résoudre les problèmes du Mali assez rapidement? C'est une phase de la lutte. Pour finir, Modibo, les deux citations de Modibo, quand les acteurs d'une cause deviennent des spectateurs, ça sera le festival des le festival des brigands. Et Modibo dit, l'impérialisme ne respecte que le peuple qui se respecte et qui ne recule devant aucun danger, aucune menace. Et voilà. Dont le peuple est la représentation légitime et légale de Dieu sur terre, c'est lui qui décide de ce qui doit être. Vous savez, le départ du PM peut nous aider à résoudre les problèmes. Le départ du PM, ça peut être une leçon. En tout cas, on peut tirer une leçon de son départ. Ça dit quoi? Celui qui viendra le remplacer doit savoir qu'en faisant comme le PM, en suivant Ibeka à la lettre, ou bien dans cette situation-là, c'est le même résultat parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça ne peut qu'être une leçon on peut en tirer. Monsieur Maïga, Abdraman Maïga, qui a la chance d'avoir certainement le dernier mot avant de refermer cette émission. Non, mais tout à fait. Mais je pense que le départ du Premier ministre, en fait, va laisser la porte ouverte en fait, au chaos. Moi, je pense que le dernier verrou. Oui. Et pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le mouvement de tous ceux qui ont marché, de tous ceux qui se croient encore dans les élections. Une incohérence notoire parce qu'ils sont encore dans la logique des élections présidentielles. Ce que je m'en vais vous dire, c'est qu'en fait, pour moi, la partie des religieux qui a eu à marcher, effectivement, je ne peux pas comprendre que vous appelez à voter contre le président et après vous pensez aujourd'hui que non, vous êtes en train de lui éviter un problème en faisant quitter le dernier verrou. Pour moi, aujourd'hui, l'actuel Premier ministre, pour moi, vu l'unanimité entre la majorité, le parti présidentiel et l'opposition et certains groupes religieux, pour moi, ne fait que confirmer le fait qu'aujourd'hui, la seule autorité de l'État, la seule personne qui incarne l'autorité de l'État aujourd'hui, c'est le PM. Et aujourd'hui, le combat, c'est qu'il faut continuer à amener le Mali dans le chaos. Le fond, c'est le système. Monsieur Maïga est d'avis contraire. Hein. Lui, il pense plutôt qu'on doit garder le PM. Alors, chers invités, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, malheureusement, on n'a pas assez de temps et c'est presque fini. Juste le temps de vous remercier, évidemment, Monsieur Abdraman Maïga, qui est le secrétaire général de Malikroa, et à côté de lui, Monsieur Siriki Kouyaté, porte-parole de Djiliba Koro, et Monsieur Kébé, que nous recevions également, qui est le commissaire principal de Faso Kanou, et enfin... De l'association, hein. Voilà, de l'association, pas plutôt. Les quartiers. Voilà, de l'association Faso Kanou, exactement. Et enfin, Monsieur Amadoun Dunga Maïga, qui est le secrétaire général de Gao Lama Aboré. Merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. J'espère qu'on aura une autre occasion de pousser la réflexion et d'envisager des solutions pour notre chère patrie, pour le Mali. Et enfin, chers téléspectateurs, cette émission est un spécial hommage à notre cher Al-Hajj Bounayang qui malheureusement est décédé. Nous prions encore le Tout-Puissant Allah pour que son âme puisse reposer en paix. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'être venus et à très bientôt. Merci à vous, à Chérif Là.